Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, vous vous souvenez, à Zandvoort, il y a eu un mec qui a balancé un fumigène pendant les qualifs. Ça a provoqué un drapeau rouge. Eh bien, regardez, j'ai retrouvé qui c'est. Donc, ça a été posté hier sur Twitter. C'est Carmen qui nous dit « Je viens de trouver cette vidéo sur Facebook. Apparemment, le deuxième lanceur de fusée éclairante était quelqu'un de l'organisation de Zandvoort. Voir l'écouteur suspendu à son cou. Traduction de la vidéo, il vient de jeter à la piste. Quel abruti !» On va dire ça comme ça. Donc il y a même la vidéo. Alors, moi je pense, ma théorie c'est que c'est un mec de la sécurité, de l'organisation. Il a voulu confisquer le fumigène, et ce débile, au lieu de le balancer dans une zone inatteignable pour les spectateurs, il l'a balancé sur la piste. Regardez. Les fans de Max qui hurlent au scandale parce que là ils se disent ils nous accuseront après. Ouais, honnêtement, je sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce mec, mais il est pas très malin, c'est clair. Il est fier de lui, hein. Il est content. Ah mince alors, c'est con. Ouais, bon. Bah écoutez, étonnante histoire. Il est un peu débile ce monsieur, hein, quand même, il faut l'avouer. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Jacques Villeneuve qui défonce Lewis Hamilton. Oh, bah ça alors, il y avait longtemps. Bon, passons directement à sa déclaration, j'ai hâte de lire. Il explique qu'il a été surpris de la réaction du pilote britannique, très en colère envers son écurie. J'ai été étonné par l'explosion de colère de Lewis Hamilton en course, et surtout par la façon dont ça a été fait. Il était agressif et presque insultant. Si bien qu'il se soit excusé, mais ce n'est pas digne d'un champion. Après tout ce que l'équipe a représenté pour lui, il ne devrait pas leur parler comme ça. Je sens un revirement au sein de Mercedes. George Russell est en train de devenir le leader de l'équipe. Il a lui-même pris la décision d'opter pour ce pneu tendre. Hamilton aurait pu le faire, avec toute son expérience et ses titres. Ils ont décidé de viser la victoire de cette façon. Ça s'est avéré ne pas être la bonne stratégie. Pendant des années, leur avantage a été si grand qu'ils n'ont pas eu à prendre des décisions stratégiques très difficiles. Ils gagnaient quand même. Maintenant qu'ils sont moins rapides, il est plus difficile de faire le bon choix. Ensuite, Hamilton a également raté son redémarrage, où il a finalement perdu son podium. Oui, enfin, il aurait perdu quoi qu'il arrive, même s'il n'avait pas raté son redémarrage. Bon, de toute façon, Villeneuve qui fait de l'anti-Hamilton, ça, on est au courant. D'ailleurs, ils doivent bien vous plaire, hein, les anti-Hamilton, Jacques Villeneuve, hein. Vous devez être souvent d'accord avec lui. Allez, je vous laisse commenter. Que vous pensez de sa déclaration? Ciao. Ferrari dévoile un look surprenant pour le Grand Prix d'Italie. Ferrari a révélé l'équipement jaune que porteront Sainz et Leclerc le week-end prochain à Monza. Alors, est-ce que les combis seront aussi jaunes ou c'est que les t-shirts du coup? Est-ce que les voitures seront du jaune aussi Bon, à voir. Ferrari imaginait un nouveau look inhabituel pour le week-end du Grand Prix de Monza. Sur les réseaux sociaux mardi à l'approche de la course, Ferrari a montré des photos des pilotes Sainz et Leclerc portant des t-shirts jaunes. Un tweet avait pour légende C au carré, en référence à l'heure de pilote, et montrait Sainz et Leclerc dans une variété de poses pour présenter la gamme de vêtements. Et la raison de la couleur jaune est que l'équipe célèbre les 75 ans de la création de Scuderia en tant que constructeur indépendant. C'est également la raison pour laquelle la monoplace de 2022 porte le nom de F175. Le jaune et le bleu sont également les couleurs du drapeau et de l'emblème de Modène, la ville où Enzo Ferrari est né et a grandi. Pour l'instant, il semble que la couleur jaune de l'équipe ne s'applique qu'aux équipements et aux combinaisons en course, sans qu'il soit prévu de modifier la base de la livrée de la voiture. Cependant, il pourrait y avoir un clin d'œil, au jaune inclus, sous la forme d'un logo sur le nez et sur les côtés. Mais ça doit être encore confirmé par Ferrari. Bien que Ferrari ait couru avec des couleurs jaunes dans diverses catégories de sport auto au cours de sa longue histoire, avec une voiture jaune de la Scuderia Ferrari en F1 est particulièrement rare. Au début des années 60, des équipes comme l'écurie nationale belge et l'écurie Francorchamps, toutes deux affiliées à Ferrari, ont couru en jaune. Une seule Ferrari F1 jaune a couru officiellement pour la Scuderia. Elle a été engagée par l'équipe d'Olivier Gendebien lors du Grand Prix de Belgique 61. Le pilote belge a remporté les 24 heures du Mans avec Ferrari et a eu la chance de piloter sa 156 au Grand Prix de Belgique en guise de remerciement. Très bien, merci pour ces anecdotes incroyables. Donc à voir s'il y aura du jaune sur la monoplace. Et on verra s'il voit la vie en jaune ou pas à Monza. Allez, ciao. Putain, le mec, il va faire combien d'essais libres, en fait? De Vries, il passe chez Aston Martin, cette fois.
Il va remplacer Vettel au volant d'Aston Martin, donc, pour les premiers essais libres à Monza. Dans le cas du Grand Prix d'Italie, il sera au volant donc de l'Aston Martin de Vettel dans les EL1. Aston Martin s'acquittera ainsi de l'une de ses obligations, de ces deux obligations du genre en la matière cette année. J'ai vraiment hâte de piloter pour Aston Martin particulièrement sur un circuit aussi légendaire que Monza. Ce sera ma 3e séance de EL1 de la saison et avec un 3e châssis différent. Non mais c'est incroyable. Le mec il va tester toutes les voitures en fait. Ces opportunités m'ont offert un recul fantastique sur la manière dont fonctionnent les voitures et les écuries de F1. J'espère apporter un point de vue nouveau à Aston Martin et pouvoir boucler un programme de roulage qui sera bénéfique pour tout le monde. Le point commun entre les 3 monoplaces, c'est qu'elles sont motorisées par Mercedes évidemment. Il avait déjà remplacé Albon chez Williams, puis Hamilton chez Mercedes au Paul Ricard. Nous sommes ravis d'accueillir Nick dans notre équipe et avons hâte de travailler avec lui à Monza. J'ai observé la carrière de Nick avec un grand intérêt, il a piloté brillamment pour décrocher le titre de F2 en 2019. Il a confirmé son talent en Formule 1. Bon bref, voilà, on va pas retracer sa carrière. Donc on verra ce qu'il donne De Vries au volant de Aston Martin à Monza. Ciao. Vettel ne pouvait pas disparaître devant Hamilton à Zandvoort. Alors, il aurait pu freiner à la sortie des stands et les laisser passer tous les deux en fait. Ça aurait été plus simple. Je m'étais déjà écarté avant même la moitié du tour et je ne peux évidemment pas disparaître. J'ai une opinion différente de la leur, mais ça n'a pas d'importance, a indiqué Vettel. Donc évidemment, il conteste cette pénalité de 5 secondes. Le quadruple champion du monde a d'ailleurs été défendu par Mike Crack. C'est toujours difficile lorsque vous sortez des stands avec des pneus neufs et que vous faites prendre un tour par des pilotes en pneus usés. Il n'était pas vraiment plus lent à ce moment-là, mais si on voit les choses autrement, peut-être qu'il est resté trop longtemps devant Lewis. Ce genre de choses peut se produire parfois. Nous savions que nous allions finir par devoir l'arrêter. Il est au courant que des pilotes arrivaient, mais parce qu'il avait du rythme, je pense qu'il estimait pouvoir prendre un peu d'avance. Mais lorsqu'il y a des drapeaux bleus, il faut les respecter. Ah oui, alors, il était au courant que des pilotes arrivaient. D'ailleurs, d'accord, donc ça n'excuse en rien du tout, c'est même encore pire, quoi. Cet incident ne serait pas, en tout cas pas produit si Aston Martin n'avait pas effectué un arrêt lent sur sa monoplace qui serait reparti plusieurs secondes devant Hamilton. Crack admet que cet arrêt, indirectement responsable de la pénalité, avait laissé son pilote frustré. Lorsque vous n'avez que 2 ou 3 secondes de marge, mais que l'arrêt se passe mal, vous obtiendrez le drapeau bleu, et vous perdez encore plus de temps en fin de compte. Bon. La pénalité est méritée, selon moi. 5 secondes, c'est pas trop cher payé, ça va. Et non, il a vraiment trop gêné les deux pilotes qui arrivaient derrière lui, c'est pas acceptable, quoi. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il méritait cette pénalité ou pas? Ciao. Le meilleur des stands de Mercedes a servi de sac à vomi. Cette expression. On devient vite émotif, je le suis aussi pendant la course, et quand vous êtes le pilote dans la voiture, ça sort de vous, et vous ne pouvez même pas l'arrêter. Nous sommes la poubelle, le sac à vomi, et nous prenons tout cela parce que nous le devons. C'est comme ça que ça a toujours été dans la relation entre un pilote frustré et un mûr de stand. A ajouté Toto Wolff. Nous nous sommes assis tous ensemble et nous avons discuté de la stratégie de course. Le matin, nous avons décidé de prendre un risque. Ça s'est vraiment retourné contre lui, mais dans l'ensemble des circonstances, avoir Max derrière lui et tout, c'était totalement désagréable. Cependant, il y a plus de points positifs à prendre et c'est ce que nous devons également. Ce dont nous devons également parler, la voiture était rapide. Mais est-ce qu'elle le sera dans les autres Grands Prix? Ça reste à voir. Donc voilà, Toto Wolff est le sac à vomi de Lewis Hamilton. Après, voilà, il a regretté ses propos, il s'est excusé. Il n'était pas obligé de le faire, hein. Mais il a dû le faire quand même. Donc voilà. Ce n'est qu'un homme, après il s'énerve, comme tout le monde. Ouais, ciao. Ocon évoque Gasly, nous avons du respect l'un pour l'autre. Alors peut-être 2 futurs coéquipiers. À voir, les discussions sont toujours en cours, en tout cas, entre Alpine et Gasly. Je pense qu'il est important d'avoir du respect entre les deux pilotes d'une même écurie. Comme entre Ocon avec Pierre, nous avons une bonne relation, il n'y a pas de problème, nous avons du respect l'un pour l'autre. Peu importe qui sera à mes côtés, je suis sûr que l'équipe fera le meilleur choix possible. Nous pourrons faire la course. La venue de Gasly semble cependant être assujettie au transfert de Colton Herta, animateur de l'IndyCar avec Andretti chez AlphaTauri pour remplacer Gasly donc. Une opération encore compliquée, le Californien ne dispose pas encore des points nécessaires à l'attribution de la super licence. De son côté, Esteban Ocon a publiquement affirmé sa préférence pour Mick Schumacher. Je ne pense pas que beaucoup de coéquipiers s'entendent avec Ocon pour être honnête. Ok, qui a dit ça? Paul Di Resta? Ce n'est pas un secret que lui et Ocon ne s'entendent pas forcément très bien. Je pense pas que beaucoup de coéquipiers s'entendent avec Ocon, pour être honnête. Vous avez entendu Fernando à la radio, ils travaillent ensemble sur la piste, mais en dehors, ça peut être assez difficile. Perez a eu le même problème chez Force India. Il s'agit pour Alpine de faire un compromis, afin d'être en mesure d'obtenir Gasly. Un duo français serait formidable. Gasly dans ce système, avec la façon dont il pilote, serait une valeur ajoutée. Bon, à voir ce qu'ils feront comme choix chez Alpine. En tout cas,
si Ayrton ne va pas chez AlphaTauri, de toute façon, ils libéreront pas Pierre Gasly, donc l'affaire sera réglée, il faudra choisir quelqu'un d'autre. Donc à voir. Ciao, ciao. Rosberg, Alpine a vraiment fait du mauvais travail autour du cas Piastri. C'est incroyable de la part d'une équipe aussi prestigieuse. Alpine a vraiment fait du mauvais travail. C'est incroyable qu'une équipe aussi prestigieuse ait aussi mal géré la situation. Ils ont investi des millions sur Piastri, mais ils ne l'ont pas mis sous contrat. Ce qui fait qu'il a finalement accepté l'offre de McLaren. Oui, on sait, merci Nico. Piastri formera le duo de pilotes le plus jeune aux côtés de Norris l'année prochaine, mais Rosberg le met en garde. Le Britannique sera un coéquipier redoutable. Pour l'équipe de management d'Oscar Piastri, dont Mark Webber fait partie, c'est de l'excellent travail. Ils lui ont obtenu un très bon baquet chez McLaren, c'est énorme. Incroyable, mais néanmoins, Oscar aura fort à faire là-bas car Lando est un pilote de classe mondiale. Il a le talent pour devenir champion du monde. Il ne sera donc pas facile pour lui d'arriver et de faire immédiatement mieux que Daniel Ricciardo. Ah bah j'espère qu'il fera mieux que lui, parce que sinon on va se poser des questions là. Sur son vrai talent, hein, Piastri. Donc voilà. Après quand il dit que Alpine a mal géré, oui, ça c'est évident, tout le monde le pense, je pense. Donc voilà. Maintenant, à voir ce qu'ils vont choisir comme pilote aussi chez Alpine, on attend toujours. Ciao. Bon alors, il y a eu des cas de comportement désirable à Zandvoort. Tiens donc, c'est étonnant. Le site Naos rapporte que plus de 20 femmes affirment avoir été victimes de comportements indésirables. Il s'agirait de faire des vidéos et de se faire insulter, de se faire toucher les fesses, les seins, le ventre, rapporte la fondatrice de Formule 1, Vroomwen, Svenja Tillmans. Elle a fondé ce truc, donc, un club pour les femmes fans de sport de Formule 1. Depuis vendredi, 25 femmes l'ont rejointe sur ce circuit, il n'y aura pas eu de couverture, si bien que le numéro d'urgence indiqué n'a pas pu être appelé. Ah bah bravo. Alors là, franchement, c'est bien le circuit où il fallait faire une couverture de sécurité, justement, et ça n'a pas été fait. Bravo. Bravo, la F1. Les femmes qui sont allées voir les commissaires ont souvent été renvoyées à la police à l'extérieur du circuit. Ensuite, il y a eu l'effet fin de soirée. La police n'a reçu aucun rapport de comportement sexuellement excessif, déclare un porte-parole de la police aux mêmes médias. Une femme qui a signalé sur les médias sociaux avoir été agressée par un visiteur masculin ivre a été approchée par la police, mais aucun contact n'a encore été trouvé. Dimanche après-midi, un homme a été arrêté à l'extérieur du circuit pour diffamation. Pour diffamation. D'accord. Bon. Voilà. Il y a eu des incidents, mais c'est passé un peu inaperçu, hein, visiblement. Je vous laisse commenter, ciao. Alors, hier, je vous avais parlé que Jacques Villeneuve allait piloter l'Alpine à Monza, l'Alpine 2021. Eh bien, Julien Febvre également. Incroyable coup de tonnerre. Donc, on passe Villeneuve, on passe directement à Febvre. Pour ce dernier, c'est une toute autre paire de manches. Bien que pilote de rallye ou sur circuit à ses heures perdues, le journaliste est conscient de la difficulté à conduire une monoplace, surtout une F1, quoi. C'est un projet extrêmement complexe à mettre en œuvre, car la voiture n'est ni bridée ni assistée. Elle est prête à courir. Inutile de vous préciser que je passe actuellement par plusieurs étapes de préparation pour obtenir le feu vert final d'Alpine. Visiblement enchanté par cette expérience, Febvre a donc partagé sa joie sur les réseaux sociaux au petit oiseau. Je suis infiniment heureux de vous confirmer que Jacques et moi-même allons avoir le privilège de nous installer à bord de l'Alpine A521 victorieuse l'an dernier en Hongrie, aux mains d'Esteban Ocon. Jacques va la piloter, moi je vais la conduire. Toute cette incroyable aventure, je la partagerai très bientôt avec vous dans une série documentaire que vous retrouverez sur les plateformes digitales Canal+, et bien sûr, sur nos antennes habituelles. Eh ben écoutez, ça promet. Alors je sais pas si on aura des images en direct de ça, je sais pas, à voir. Ça peut être intéressant en tout cas, leur préparation. Je vous laisse commenter, ciao. Alors, une première ébauche du calendrier 2023 a fuité, donc c'est pas le calendrier officiel, attention. C'est une première ébauche, mais ça devrait quand même ressembler à ça. Donc le 5 mars, on commencera assez tôt, hein, cette saison 2023, à Bahreïn, 2 semaines plus tard Arabie Saoudite, 2 semaines plus tard l'Australie, 2 semaines plus tard encore la Chine, 2 semaines après Azerbaïdjan, 1 semaine après Azerbaïdjan on part aux US, à Miami donc, ensuite on revient en Europe, Imola, le 21 mai, 1 semaine après on a Monaco, 1 semaine encore après Barcelone, donc petit triple leader ici, 2 semaines après Barcelone-Montréal, 2 semaines après l'Autriche, 1 semaine après l'Autriche, l'Angleterre, 2 semaines après l'Angleterre, la Belgique, qui serait toujours là du coup, 1 semaine après la Hongrie, la pause estivale, on reprend le 27 aux Pays-Bas, tiens donc. Alors c'est étonnant d'ailleurs de mettre Spa avant la pause estivale, d'habitude Spa c'est la reprise quoi. Intéressant. On verra si ça se confirme dans le calendrier final. Donc on reviendrait donc aux Pays-Bas, 1 semaine après l'Italie, 2 semaines après Singapour, 1 semaine après Singapour, Suzuka, 2 semaines après le Qatar, les USA 2 semaines après,
le Mexique une semaine après Austin. Une semaine après encore le Brésil, un nouveau triple leader ici. Ensuite Las Vegas, le 18 novembre. Et une semaine après, Abu Dhabi. Alors en vrai, j'aurais plutôt mis 2 semaines entre Las Vegas et Abu Dhabi. Une semaine, ça me paraît un peu... Enfin, ça fait 8 jours, 7 jours et demi, on va dire, vu que ce serait le samedi soir la course aux USA. Mais bon, j'aurais quand même mis 2 semaines. Bon, après, on verra si c'est ça ou pas, de toute façon. Bon, je le trouve pas trop mal, le calendrier. Donc là, en l'état, si ça reste comme ça, ce serait 24 courses de début mars à fin novembre, quoi. Voilà, vous en pensez quoi, vous? Allez, ciao.